Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir un nouvel épisode toutes les semaines et si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Et laisse-moi d'ailleurs remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent le podcast d'aujourd'hui grâce à leur don. Aujourd'hui on va parler d'un film culte qui à la base était un livre, j'ai nommé Orange Mécanique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Orange Mécanique, c'est l'histoire d'un jeune voyou, Alex, qui du haut de ses 15 piges, aime bien sortir le soir avec sa bande de potes et littéralement violer des femmes, cambrioler des maisons et péter la gueule des gens. Un petit voyou, hein, vraiment. Bref, tu l'auras compris, le mec c'est clairement pas un enfant de cœur. Mais il n'est pas le seul dont le passe-temps favori c'est éclater des mâchoires et en gros, toute une partie de la jeunesse lui ressemble. Ah ouais, on est dans un roman d'anticipation, hein. Toujours est-il qu'un jour, ça tourne mal, oh my god, Alex bute une vioque et finit en prison. Là, il va faire partie d'un programme expérimental qui consiste en fait à reprogrammer les délinquants pour les transformer en doux petits agneaux. À une vache près, c'est ça l'histoire. Ce roman, c'est de la science-fiction et on le doit à Anthony Burgess et il sortira en 1962. Ce roman, il est directement inspiré en fait de la vie de l'auteur. Alors non, Anto n'a pas passé sa jeunesse à tâter de la barre de fer et à se matcher des mâchoires sur les trottoirs. Non, lui, il était plutôt de l'autre côté de la barrière, en fait. En 1944, sa femme se fait agresser par 4 déserteurs et bah c'est ça qui va l'inspirer. Donc en gros, il offre le point de vue des agresseurs de sa femme et c'est assez original. Pour ce qui est de la signification du titre, il y a plusieurs théories et si j'ai bien compris, ça pourrait être en fait un mélange de tout ça, donc aucune n'est vraiment fausse. A Clockwork Orange, le titre original, viendrait de l'expression is as queer as a clockwork orange. Mon accent est de pire en pire. Qui veut dire donc il est aussi bizarre qu'une orange mécanique. Ouais, cette expression est un petit peu chelou en français, mais balèque. Une autre théorie veut plutôt que ça vienne d'un mot malaisien, orange, enfin bref, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais ce mot-là voudrait dire être humain. Alors, pourquoi Anto aurait foutu du malaisien dans son titre? Bah, tout simplement parce qu'il a travaillé en Malaisie fut une époque. Voilà. Une autre théorie encore dit que orange est l'anagramme d'organe. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas encore une fois. Peut-être que tout le monde a raison et peut-être que tout le monde a tort. Alors la particularité de ce roman, c'est qu'il est écrit en nadsat. Alors non, ce n'est pas une vraie langue, c'est un méta-argot que l'auteur a créé pour son roman. C'est un mélange de russe, de manouche et d'anglais. Alors no panique, il y a un petit lexique à la fin du bouquin. Mais même avec ça, c'est galère sa mère. Déjà que je galère avec le français, frère, va pas m'inventer une langue. Sincèrement, j'ai abandonné le bouquin 2-3 fois, je sais même plus. Ça me prenait la tête, vraiment. Mon cerveau déteste en fait rencontrer un mot qu'il ne connaît pas. Et c'est peut-être pour ça que je lis jamais de la grande littérature et que je suis restée bloquée au ratus. Mais bon, on fait avec ce qu'on a les gars. Bon, en vrai, une fois qu'on a appris les quelques mots de cette langue, la lecture se fait assez bien. C'est vrai que le roman est assez bien écrit et tu bloques pas toutes les lignes sur un nouveau mot. Et puis au pire, avec le contexte, t'arrives plus ou moins à deviner ce que veut dire le mot en vrai. Dernière anecdote sur le livre, en 1993, à la mort donc de l'auteur, on a retrouvé une suite, A Clockwork Condition. Mais attention, c'est un roman non fictif. En fait, c'est à la fois une autobiographie et une réflexion philosophique. Donc ce n'est pas une suite au sens tome 2 oulala qui est devenu notre héros. Dans l'état, cette suite en fait elle pourrait être publiable parce que le roman est fini, c'est pas un travail qu'il aurait commencé et jamais achevé. Mais le truc c'est qu'apparemment aucune maison d'édition n'a jamais été intéressée par le projet. Donc bah si tu veux lancer ta maison d'édition, sache qu'il y a un roman de dispo. Passons maintenant aux adaptations, parce que oui, il n'y a pas eu que le film. En 1962, la BBC a créé une adaptation du premier chapitre. Anto lui-même a carrément fait une version musicale du livre en 1986, et de toute façon, il y a eu une tonne d'adaptations théâtrales. Mais parmi toutes les adaptations, c'est plutôt en fait le film auquel on pense.
Alors c'est un bijou que l'on doit à Kubrick et qui sort en 1971. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été écrit à partir d'une version plus courte du livre et à laquelle il manque le dernier chapitre. C'est assez important. Il faut savoir aussi que ce film, il a presque été fait par erreur. En gros, Kubrick travaillait sur un autre film et un de ses potes de l'époque lui a foutu le bouquin dans un coin sur son bureau. Clairement, Cucu, il comptait pas vraiment se pencher sur le dossier. Sauf que voilà, le projet du moment tombe à l'eau et il faut trouver un autre film à pondre. Il lit L'Orange Mécanique et là c'est une évidence pour lui. En gros, le film précédent aurait été produit, peut-être que Kubrick n'aurait jamais lu L'Orange Mécanique. Ça s'est fait à un poil de cul, dis donc. Le livre est très particulier, mais le film l'est tout autant. Et son tournage aussi. On dit toujours qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Bah sache que Kubrick ne peut pas faire un film sans casser des côtes, littéralement. En fait, McDowell, qui joue le rôle principal, a vraiment pris cher durant le tournage. Déjà, il s'est en effet retrouvé avec des côtes cassées, mais pas que. Il est devenu temporairement aveugle à cause d'une scène précise, celle où en fait Alex se retrouve avec des broches dans les yeux pour l'empêcher de les fermer. Yep, ils lui ont pété la cornée durant le tournage. Et pour la petite anecdote, le médecin en fait que tu vois à l'écran est un vrai médecin qui lui hydrate vraiment les yeux. À la base, il ne devait pas apparaître dans le film. Il était juste là pour éviter en fait que l'acteur se blesse. Donc c'est raté du coup. Mais Kubrick trouvait que ça claquait en fait de le filmer et l'ajouter au montage. D'un autre côté, vu qu'il avait pas l'air d'être top comme médecin, ça lui a peut-être inspiré une reconversion. On va continuer sur la lancée des je fais pas dans la dentelle et je vais légèrement spoiler l'histoire. Léger, t'inquiète. À un moment donné, un perso tente de se suicider et saute du haut d'un immeuble. Comment qu'on fait pour filmer ça? Alors non, Kubrick est pas allé jusqu'à attacher une GoPro au front de l'acteur et le pousser dans le vide. Déjà, les GoPro n'existaient pas à l'époque. Et puis non, il avait quand même ses limites. Par contre, jeter une caméra en marche du haut du 3e étage, ça posait pas de problème. Le type a quand même jeté 6 fois la même caméra. Et elle a tenu le choc. Donc les iPhones dont l'écran s'éclate en 1000 morceaux après avoir glissé du canapé, vous êtes des faibles. Durant la scène du viol, Alex, le personnage principal et accessoirement le violeur, chante Singing in the Rain. Alors tu penses peut-être que ce choix de chanson a été mûrement réfléchi, que c'est pour en fait créer un contraste avec la violence de la scène, que... Non, rien de tout ça en fait, c'est juste la seule chanson que connaissait l'acteur, donc il a décidé de la chanter. Tout simplement. Je sais, ça casse un petit peu le mythe. Une dernière anecdote sur le tournage du film et après on parle de toute la controverse qu'il y a eu autour. Comment ont été choisis les costumes d'Alex et de ses potos? Parce qu'au final, en fait, ils ne correspondent pas à ce qu'on trouve dans le livre. Et bien tout simplement, ce sont Kubrick et l'acteur qui joue Alex qui ont trouvé l'idée. Enfin, c'est plutôt en fait l'acteur lui-même qui a proposé à Cucu le costume de cricket qu'il avait dans son coffre de voiture. Et en voyant la coquille, Cucu a eu l'idée de la mettre au-dessus du costume. Je sais pas à quoi il tournait durant cette réunion, mais c'était pas du Sprite qu'il buvait, crois-moi. Bon, parlons controverse maintenant. Alors, le film fait pas mal parler de lui quand il sort, et ça c'est parce qu'il met en avant la violence. Enfin, disons que c'est parce que les gens pensent qu'il met en avant la violence. Les scènes de viol, de passage à tabac sont assez crues et forcément ça vient bousculer le spectateur. Tu combines ça à un visuel travaillé et à une musique considérée comme étant assez élitiste, et tout de suite, en fait, tu te dis que c'est une glamourisation de la violence. Sauf que non, pas du tout. Mais si tu peux contrôler en fait le rendu final de ton œuvre, tu ne peux pas contrôler l'interprétation qu'en font les gens, malheureusement. Et t'en as, un peu siphonnés de la cafetière, qui ont cru que c'était un appel à la violence et qui se sont vantés d'avoir été inspirés par le film pour commettre leurs crimes. Il y en a vraiment qui sont finis à la pisse. Le film sort à une époque où, dans le cinéma, on recule pas mal le degré de censure face à la violence. Mais il n'empêche que, ça tique toujours un peu. En gros, les gens crient au scandale et Kubrick, qui vit à l'époque en Angleterre, se met à recevoir des lettres de menaces. Des types campent même carrément devant chez lui. Bref, c'est la merde complète. Au point où, en fait, Cucu décide de demander à Warner de retirer le film des salles.
Et même si c'est un gros succès, c'est accepté parce que ça part clairement en cacahuète cette histoire. Et c'est comme ça que Orange Mécanique sera retiré des salles de ciné anglaises assez vite, et qu'il a fallu donc attendre que Kubrick soit décédé pour que le film soit de nouveau diffusé. En France, c'est pareil, pendant longtemps, c'est assez galère de le visionner. Pendant plus de 20 ans, en fait, on ne pouvait le voir qu'au cinéma, et c'est qu'en 1996, en sachant qu'il est sorti en 1971, qu'il sort en VHS et que Canal+ va commencer à le diffuser. Et comme toujours, on va finir sur les différences entre le livre et le film. Alors là, il n'y en a pas tellement en fait parce que l'adaptation est assez fidèle quand même. Mais on en a 2 ou 3, assez anecdotiques, je te l'accorde. Déjà, au niveau des âges, les comptes sont pas bons, Kevin. Alex est censé en fait avoir 15 ans et l'acteur en a tout de même 27. Alors bon, c'est assez habituel dans le monde du cinéma, mais ça enlève quand même le côté, même les jeunes, très très jeunes, peuvent être sadiques. Pareil, les filles qu'Alex rencontre en fait chez le disquaire sont censées être bien plus jeunes. 12 ans dans mes souvenirs. Bon, j'ai déjà évoqué les costumes qui sont différents donc dans le film et dans le livre, mais c'est pas le seul élément du gang d'Alex qui va changer. Il y a aussi les prénoms de ses droogs, donc à comprendre ses potos quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes blazes. Dans le livre, ce sont Pierre, Jo et Momo. Et dans le film, c'est Pete, Georgie et Dim. Pourquoi ça ? Tout simplement en fait parce que la traduction française du livre a décidé d'adapter les noms et pas celle du film. Je sais, cette anecdote est un poil décevante et malheureusement c'est avec elle que je vais conclure le podcast. Ouais, ça la fout mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou mon Utip. Et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.